Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'IFPAS, l'Institut de formation de la profession de l'assurance, seconde émission des assureurs engagés en partenariat avec l'Hémicycle. Le groupe IFPAS, en partenariat avec l'Hémicycle, vous présente les décideurs engagés de l'assurance. Tout comprendre sur le marché et ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Derez, directeur général du groupe Covéa, leader de l'assurance des biens et de responsabilité pour les particuliers et les professionnels. Bonjour Thierry Derez. On va parler avec vous évidemment de votre groupe, de sa stratégie, des enjeux d'aujourd'hui, je pense notamment au climat. Mais on va d'abord tout simplement parler de vous en quelques mots. Vous étiez, il faut le dire à tous ceux qui nous regardent, vous étiez au départ avocat. Et Johan Garapon a eu envie, qui est en formation ici, il a eu envie de vous poser cette question très directe sur votre parcours. On l'écoute. Pourriez-vous nous décrire les expériences clés qui vous ont mené au poste de directeur de Covéa? Alors, effectivement, je confirme, j'étais avocat. J'ai énormément aimé la profession d'avocat que j'ai exercée pendant quand même 14 ans. Et il se trouve que l'assurance a deux ingrédients fondamentaux qui constituent en quelque sorte le cœur du réacteur. L'une de ces matières, c'est la mathématique. Les assureurs calculent tout, même parfois on leur reproche. Et les assureurs sont assujettis pour les garanties à mécanismes qui sont ceux du droit. Donc, droit mathématique, c'est le cœur de la machine. Autour, on place toutes les activités, le marketing, l'informatique, etc., etc. Et donc, il se trouvait que par ma formation juridique, j'avais déjà un petit morceau me tirant vers cette activité qu'est l'assurance. Ensuite, ce sont un petit peu les hasards de la vie. Les rencontres. Les rencontres, évidemment, c'est vrai pour tout le monde. Je ne pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un dont les rencontres n'ont pas été décisives dans son existence. Et pour ce qui me concerne, la rencontre, c'est Christian Sastre, qui était le patron du groupe Azur. Au moment où il renflouait la GMF, m'a demandé de le rejoindre, ce que j'ai accepté avec plaisir, et j'en suis toujours content aujourd'hui. Alors, vous dirigez Covéa, groupe d'assurance mutualiste et engagé. J'insiste sur ces deux termes. C'est vraiment l'ADN du groupe, y compris encore aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Tout à fait. En quoi, on va dire en quelques mots, mutualisation, mutualiste, aujourd'hui, c'est moderne. En 2023, on peut encore s'affirmer comme ça. Alors, j'en suis intimement convaincu, parce que la forme mutuelle, le mutualisme, est, à mes yeux, le meilleur moyen pour exercer le métier de l'assurance. Pourquoi? Qu'est-ce que le métier de l'assurance? C'est la mutualisation précisément. Nous faisons prélèvement de cotisation de façon à permettre à ceux qui sont frappés par le malheur, qu'on appelle un sinistre, d'être dans un ensemble de cotisants qui vont, pour leur part, alimenter les ressources nécessaires permettant l'indemnisation des sinistres. Donc, à partir du moment où le cœur de l'assurance, c'est la mutualisation, vous voyez tout de suite l'adéquation entre une mutuelle, la forme mutuelle, le mutualisme et le métier de l'assurance. Et l'engagement, ça veut dire quoi aujourd'hui? L'engagement pour nous, si vous voulez, c'est toute une série d'actions. Alors, le groupe Covéa est un groupe multiple, avec des histoires qui sont très très différentes. La GMF assure les fonctionnaires. La MAF, à l'origine, assurait les artisans. Et vous voyez tout un melting pot, en quelque sorte, de cultures qui sont différentes. Le rôle de Covéa, en tant que structure d'ensemble, c'est de coiffer ces cultures et de faire qu'elles vivent harmonieusement. Ce n'est pas toujours simple, mais... Parce que chacun a sa culture, mais vous réunissez l'ensemble. On ne réunit pas l'ensemble, on fait vivre ensemble. On fait vivre ensemble. Parce que réunir aurait pour nous un côté un petit peu réducteur. On passerait à une sorte de laminoir, de rabot. Ce n'est pas souhaitable. Moi, j'ai un grand respect pour les cultures. La plus vieille de nos maisons a 203 ans, 204 maintenant, pardon, 204 ans.
Donc tout ça, c'est une culture, tout ça, c'est une profondeur, tout ça, c'est une richesse. Il faut l'entretenir, il ne faut pas le renier. Alors, vous aviez défini il y a quelque temps un plan triennal jusqu'en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Première question simple, vous allez tenir votre calendrier? Il n'y a pas de souci? Pas tout à fait. C'est-à-dire? Pas tout à fait, parce que le plan triennal englobait une année plus que singulière, qui était l'année du Covid. Bien sûr. Donc avec toutes les incidences qu'on a pu rencontrer dans la profession, hein, confinement, modification de la sinistralité, imagination des pouvoirs publics avec les taxes, par exemple, hein, je pense à la taxe sur la santé, etc. Bien sûr. Ensuite, on a eu 2022, qui était une année, j'espère, totalement hors norme en matière de sinistralité climatique. On va en parler tout à l'heure. En gros, une année moyenne sur les 5-10 dernières années, c'est à peu près 3 milliards, 3 milliards et demi du coût climatique pour l'ensemble de la France. On était à 10 milliards. Donc, vous voyez, si je vous dis la vérité, on n'est pas tout à fait au rendez-vous pour le plan à cause de ces facteurs exogènes. Avec quelle stratégie on vous connaît, Covea a de la visibilité. Si on voulait essayer de définir cette stratégie pour aujourd'hui et pour demain, ça passe notamment par de nouvelles acquisitions? Alors, on a fait une acquisition récente, le réassureur Partner. C'était en 2022. Tout à fait, au mois de juillet. Donc, on va fêter l'anniversaire de l'arrivée de Partner au sein du groupe. Alors, c'est une activité qui est sensiblement différente de celle que nous pratiquions historiquement. Historiquement, des activités en France, risque de particulier, vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, risque pro, un peu d'entreprise. Bon, la réassurance, c'est un autre domaine. Bon. Mais si nous avons fait cette opération, c'est parce que nous pensons que l'évolution de la matière assurable, l'évolution du champ concurrentiel dans l'assurance va tirer certaines activités vers la réassurance. Un exemple simple, c'est le climatique. Le climatique est une gigantesque question pour tout le monde, pour les pouvoirs publics, pour les entreprises, pour les particuliers. Bon. La réponse, elle passera forcément par la réassurance. Et donc, avoir un outil au sein du groupe, en l'occurrence pour nous partenaires, est un moyen d'être présent sur cet échiquier. Donc là, on a les éléments effectivement qui pointent du doigt. Enfin, on voit bien cette stratégie, cette inflexion, on va dire. Il y a d'autres choses à signaler. On est aujourd'hui en 2023. Je dirais dans votre vision, mis à part la réassurance. Alors, vous avez d'abord l'adaptation constante. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais comme ça change tout le temps, ça devient nouveau. Ouais. À une exigence en termes de qualité de service pour les sociétaires qui est évidemment percutée par tous les mécanismes modernes. Alors, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Oui, parce que, pardon de vous interrompre, mais ce qui est au centre, c'est évidemment votre client, c'est l'assuré. Il va s'y reconnaître avec ces nouvelles technologies, le digital, bon, ça fait déjà un petit moment, mais l'IA, c'est aujourd'hui ou demain. C'est sans doute un bon outil pour vous, mais pour l'assuré. C'est une osmose. On aura sans doute un clivage générationnel. Les gens plus anciens seront peut-être moins à l'aise tout de suite. D'où la complexité de notre organisation qui consiste à maintenir la possibilité pour tous les sociétaires de choisir leur véhicule de relation avec la mutuelle. Il ne faut pas s'illusionner. Il est hors de question d'imposer telle ou telle méthode une fois pour toutes. Et la même personne, et c'est légitime, peut un jour vouloir écrire, un jour vouloir téléphoner, un autre jour vouloir aller en agence, etc., etc. Donc on doit avoir une plasticité, une ductilité dans l'organisation. Et de la souplesse, hein, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est quotidiennement, à peu près, enfin, très régulièrement remis en cause pour permettre cette adaptation aux attentes du sociétaire. Je voudrais qu'on reparle un tout petit peu d'engagement. Je souhaiterais qu'on dise un mot de votre fondation, de la fondation que vous avez créée, avec cette question de Marie Bathiraud, justement. Bonjour Monsieur Derez, pourquoi avoir créé une fondation d'entreprise et quels sont ses objectifs? Merci de cette question. Nous avons des valeurs, nous avons des engagements et en même temps, nous savons très bien que nous ne pouvons pas tout faire. Il faut éviter de se disperser. Donc la fondation d'entreprise Covea
on l'a voulu avec 3 axes forts. Le premier axe, c'est l'intégration des personnes en situation de handicap. On a mis ça sous le vocable de l'inclusion. C'est un grand sujet, et c'est un sujet aussi qui rejoint notre thème précédent. L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies modifient, je ne dis pas vont modifier, modifient notre rapport aux situations de handicap, d'impossibilité à faire tel ou tel acte. Deuxième grand axe de la Fondation, c'est le partenariat avec la Fondation des femmes, c'est améliorer la situation des femmes, à la fois en termes d'emploi, à la fois en termes d'égalité, et aussi sur des mesures qui ont été prises, je pense à ce qu'on a fait pendant le Covid, on redoutait énormément, à juste titre, les violences conjugales. Donc on a mis en place tout un dispositif sur ces sujets-là. Et puis le troisième thème, c'est le savoir. Nous ne pourrons progresser, nous ne pourrons être attractifs que pour autant que nous dispenserons du savoir. Michel Serres disait que nous sommes rentrés dans l'ère d'Hermès, après avoir été dans celle d'Héphaïstos. Donc nous rentrons dans une ère de communication, de savoir à partager. Et donc un des thèmes, le troisième de cette fondation, c'est le partage du savoir. Vous avez prononcé le mot attractivité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, à l'IFPAS notamment, cherchent à donner du sens à leur métier ou à leur métier futur. L'assurance aujourd'hui peut attirer, quand on dit à un jeune aujourd'hui qui est en train de terminer ses études, demain, est-ce que tu as envie d'être assureur? Je vous laisse répondre. On peut répondre peut-être de façon imagée, de la façon suivante. Quand vous faites un métier, vous pouvez souvent, je n'ai pas dit toujours, mais souvent, vous contenter de lire 1, 2, voire 3 rubriques d'un journal généraliste. Bon. Dans l'assurance, vous devez tout lire. Parce que rien de ce qui se passe est étranger à l'assurance. La formation internationale, ça va avoir des incidences sur l'échange, les devises, etc. Information politique. Nos politiques regorgent d'idées de réformes législatives ou autres. Et il faut regarder ce que ça va avoir comme incidence pour l'entreprise. Vous avez les sports. Les athlètes sont assurés en fonction de leur niveau de performance. Bon. Vous avez tout ce qui est climat. Pas besoin de m'appesantir. Vous avez tous les phénomènes culturels, spectacles, etc., qui sont assurés. Vous avez les expositions. Les expositions fonctionnent parce que les assureurs veuillent bien assurer les œuvres d'art, etc. Bon, donc vous devez lire tout le journal quand vous êtes intéressé par l'assurance. Il y a 2 rubriques que vous pouvez laisser tomber. Une, je le déconseille, c'est les mots croisés, parce qu'il paraît que c'est bon pour la mémoire. Et puis après, c'est l'horoscope. Mais ça, c'est des concurrents. Parce que eux, non seulement ils disent ce qui va se passer, mais à qui. Bon. Donc, pour revenir à l'essentiel, l'assurance est un métier qui couvre en miroir l'ensemble des activités humaines. Donc, si vous êtes curieux, si vous avez des centres d'intérêt, ils vont rencontrer à un moment donné l'assurance. Donc, entrer dans l'assurance, ce n'est pas un renoncement monastique, c'est au contraire une formidable ouverture sur le monde, puisque vous rencontrerez tous les événements, vous serez confronté à des sujets qui sont totalement transversaux. Bon, message reçu, j'imagine, ici, par tous ceux qui nous regardent. Question complémentaire, comment un groupe comme le vôtre, Covéa, peut leur donner peut-être un peu plus envie qu'aller ailleurs? Alors, peut-être la position de leader, être dans un groupe qui est leader, a un côté stimulant. Et puis, je l'ai évoqué il y a quelques instants, l'acquisition de Partneret ouvre un éventail de métiers qui est beaucoup plus large. Alors, par exemple, on a besoin d'ingénieurs pour le lancement des satellites. Et bon, ça ne tombe pas sous le sens quand on invite un assureur, mais on assure les satellites, le lancement. Il nous faut des ingénieurs qui comprennent ce qui va se passer et comment ça peut se passer. Donc, un très grand spectre. Toujours à propos d'attractivité, Thierry Derez, écoutez justement cette question posée par Solène Foa en formation ici. Bonjour Monsieur Derez, que conseillez-vous aux alternants qui débutent leur carrière et qui souhaitent réussir dans le milieu de l'assurance? Alors,
Quel conseil? Quel conseil? Premier conseil, être curieux. L'esprit ouvert, s'intéresser à beaucoup de domaines et avoir également une focalisation, un domaine d'excellence. Un endroit, une discipline où l'utilité pour l'entreprise sera particulièrement marquée. Donc c'est à la fois être un spécialiste de tel ou tel sujet, mais ne pas s'enfermer dans cette spécialité, et avoir au contraire cette curiosité, cette ouverture d'esprit qui fait que sa spécialité va être enrichie, irriguée, nourrie par cette curiosité. Donc, être complet, mais avoir sa spécialité. Avoir c'est une ça que vous curiosité dites, hein. complète, voilà. On en vient maintenant à un défi majeur, celui du climat. Vous l'avez déjà abordé, le risque climatique, évidemment. Vous venez de rédiger un livre blanc sur cette question. Pourquoi ce livre blanc? C'est évidemment, cette question, elle est centrale. Ça, pour vous, c'est le sujet numéro 1? À peu près. À peu près. C'est à peu près le sujet numéro 1. D'abord, ça préoccupe tout le monde, à juste titre. On est peut-être à une époque de l'humanité qu'on n'a encore jamais rencontrée, qui nous renvoie aussi une responsabilité qui n'était pas la nôtre jusque présent. Jusque-là, le climat dépendait d'autres puissances que de l'être humain. Je ne dis pas que l'être humain a capté la puissance pour faire le climat, mais l'être humain a généré, développé une puissance qui a une incidence forte marquée sur le climat. Donc, le glissement se fait à travers cette préoccupation et une responsabilité que, depuis maintenant peut-être 40-50 ans, les pionniers, moi je me souviens de René Dumont avec son verre d'eau et sa pomme. Candidat à l'élection présidentielle. Candidat à l'élection présidentielle. Cette thématique a, j'irais presque parfois hélas, prospéré et elle est devenue aujourd'hui une thématique centrale. Et le glissement, c'est que c'est notre responsabilité. Avant, ça ne l'était pas. Et donc, puisque c'est notre responsabilité, en tant qu'assureur, la responsabilité fait partie de notre métier, nous avons un rôle cardinal à jouer sur ces sujets. Thierry Derez, vous parlez beaucoup de ce risque climatique et de cette prévention. Justement, on va écouter cette question de Nawel Chiari. Les catastrophes ou événements de faible fréquence, mais de grande ampleur, sont-ils mesurables et donc assurables? Alors, bonne question, hein? Excellente question. Alors, mesurable, c'est très difficile. Assurable, il le faut. Il le faut, et on voit d'ailleurs que le coût des sinistres attendus, si je ne dis pas de bêtises, de 2020 à 2050, pourrait s'élever, on dit, à peu près de 50 milliards d'euros. C'est un peu vertigineux. C'est vertigineux, mais c'est tout à fait probable. Quel est le plus grand risque aujourd'hui en tant qu'assureur? C'est quoi? C'est la sécheresse, c'est les inondations, c'est les tempêtes? Vous allez sans doute me répondre, c'est peut-être au moins déjà les trois en même temps. Alors c'est un cocktail, effectivement, de tous ces risques. Après, ça dépend si le critère de classement, c'est les coûts ou éventuellement les pertes en vies humaines. Bon. Mais si je devais choisir, en fonction des données actuelles, la sécheresse est sans doute le plus grand sujet. Parce que ça touche le bâti, en fait, c'est ça? Ça touche le bâti, mais surtout, je vais donner 2-3 chiffres, hein, sans en abuser. Mais on estime aujourd'hui qu'en France, environ 10 millions d'habitations sont dans des zones potentiellement touchées par la sécheresse. On estime aussi que le coût d'une réparation consécutive à une sécheresse, fissures, etc., reprise des œuvres en sous-sol, c'est entre 70 et 100 000 euros par maison. Vous faites le calcul, on est colossal. Plus de 100 milliards. Bon. Or, 100 milliards, même pour un pays prospère comme l'est la France, c'est une somme qui est gigantesque. Donc, il faut répondre à ce questionnement et il faut essayer d'avoir une réponse qui ne soit pas simplement une réponse courant après la balle, c'est-à-dire, voilà, on paye et on rentre dans un enchaînement, après tout, un peu piètre. Un peu fataliste. Un peu piètre, qui est, on augmente les cotisations, les sinistres augmentent. Bon.
D'où la préoccupation centrale de ce livre, livre blanc, qui est de faire partager, de faire comprendre que la prévention a un rôle essentiel, non seulement en tant que prévention, mais également en tant que discipline. À qui est-ce que nous parlons? Et vous, Covea, vous définissez comme un acteur de cette prévention? Bien sûr. Nous parlons à Quelques exemples? Toutes les mesures, alors il y a les mesures d'alerte, système de SMS qu'on met, attention, dans votre zone, il y a un risque de tel ou tel événement. Bon. La sécheresse, on ne peut pas mettre de SMS, hein, c'est un mécanisme beaucoup plus lent. Bon. Mais nous faisons par exemple des expérimentations sur des maisons pour l'hydratation des sols. Je simplifie outrancièrement et je souhaite que mes équipes spécialisées ne m'en tiennent pas rigueur, mais l'hydratation des sols par la récupération d'eau de pluie mobilise de l'intelligence artificielle parce que la nature des sols n'étant pas la même, on ne peut pas appliquer la même méthode partout. Donc, on travaille sur tous ces sujets-là. Or, si on évite des sinistres, on évite des coûts et on contrôle l'augmentation des cotisations. C'est bon pour tout le monde. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout prévoir? Alors sur la sécheresse, on vient de vous entendre, effectivement, il y a des choses très très concrètes, mais sur des ouragans, sur des tempêtes, on aura du mal probablement à en connaître le nombre et l'ampleur. Alors, on aura effectivement, vous avez raison, on en connaîtra difficilement le nombre, quoique l'ampleur, c'est certain. En revanche, on peut travailler, mais ça suppose un travail conjoint des assureurs, pardon de nous mettre au premier rang, des pouvoirs publics, entendus largement. Et ça fonctionne, ça? Vous parlez bien, enfin, Jacques Sasse. Bien sûr, on se parle, mais si vous voulez, il manque la troisième partie prenante. La troisième partie prenante, ce sont les citoyens. Ça exige, ces mécanismes-là, une maturité qui est encore à travailler. Nous avons des discussions, des dialogues avec les pouvoirs publics. C'est l'intérêt de tout le monde. Mais regardez ce qui s'est passé sur les accidents de la circulation. Il a fallu des années d'efforts, de pédagogie, de coercition, de progrès techniques, pour arriver à ce que le nombre de morts soit encore trop élevé sur les routes, mais malgré tout ne soit plus ce cataclysme qu'on avait dans les années 70. C'est un peu une démarche comme celle-là que je pense qu'il faut initier pour le climatique. On se prépare, certes, avec la prévention, mais est-ce que vous avez, vous, je dirais, des outils, vous faites des modélisations, vous prévoyez des choses? Alors, on a, pour ce qui concerne les événements tempétueux, on a un outil qui s'appelle Coventeo. Qu'est-ce que Coventeo? Nous recueillons les bulletins de Météo France et nous projetons, à partir des informations données par Météo France, sur notre portefeuille, donc MAF, MMA, GMF, l'incidence que va avoir cet événement climatique, en le faisant bouger graduellement. Par exemple, j'enfonce une porte ouverte, mais pardon, si les vents sont à 95 km/h, on aura 100 de dégâts. Si on est à 120 km/h, on aura 200 de dégâts. Mais si on est simplement à 125, 130, on aura peut-être 400, 500 de dégâts. C'est une exponentielle. Bon. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous pouvons, grâce à cela, prévenir nos sociétaires, leur dire de prendre toutes les précautions utiles, tout ce qui peut s'envoler, tout ce qui peut bouger, de le rentrer, etc. Il y a beaucoup de conseils qui sont des conseils de bon sens. Mais des conseils de bon sens, pour pouvoir les appliquer, il faut avoir l'information. Si vous n'avez pas d'information, vous n'aurez pas. Donc, on a cette notion-là. Et puis, ça nous permet également de mobiliser en amont des capacités d'expertise. Parce que ce qu'on rencontre souvent dans ces événements climatiques, c'est des phénomènes de goulets. On va avoir arrivé des milliers de sinistres, et donc des milliers de réparations. Le problème n'est pas toujours un problème de capacité de l'assurance. C'est parfois un problème de capacité du tissu économique pour régler. L'exemple le plus simple, c'est les grêles de l'an passé. On a encore des gens qui ont des bâches sur le toit. Mais ce n'est pas nécessairement imputable aux seuls assureurs. Je pense qu'on fait tous notre métier correctement, on essaie en tout cas. Mais on a une capacité de couvreurs en France
qui répond à un standard qui est celui de la vie normale. Quand on a un coup, avec un P, violent, comme ce qui s'est passé en 2022 pour la grêle, les capacités des couvreurs en France sont totalement excédées. D'où des délais, d'où éventuellement des aggravations de sinistres. C'est ça que la prévention permet d'éviter. C'est cet enroulement qui peut paraître parfois une fatalité, qui en réalité peut être réduite si on prend quelques mesures de précaution. Alors, prévention, certes, du bon sens, évidemment, l'information, bien sûr, mais est-ce que, j'ai envie de dire sans langue de bois, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même que, de toute façon, d'une façon inéluctable, est-ce que ça ne va pas représenter quand même des coûts supplémentaires, tout simplement, pour les assurés? Ah si. Si, Non, mais il faut dire la vérité. Enfin, voilà, ça, on est ici, voilà. je ne vais pas... On ne va pas raconter l'histoire. Hein. Le propos n'est pas de maintenir, voire de diminuer, c'est chimérique, le coût global des sinistres. Le propos est d'en maîtriser l'augmentation et de faire en sorte que ce soit supportable par la collectivité des assurés. On peut dire que ce n'est pas très ambitieux. Croyez-moi, ça l'est vraiment. Ne pas monter autant que si on ne faisait rien, ça exige une organisation, une conscience et une discipline qui est marquée. Bien noté. On arrive presque à la fin de cette émission. Peut-être une question. On sait que vous êtes évidemment, et vous le vivez tous les jours dans un secteur très concurrentiel. Votre atout numéro 1, je dirais, pour Covéa, on en a déjà un petit peu parlé, il y a l'irruption de nouveaux acteurs qui se disent parfois, à tort ou à raison, plus souples, plus agiles, peut-être moins chers. Comment vous vous inscrivez, comment lutter en fait dans cet univers-là? Alors, je pense qu'il y a plusieurs catégories, ce qui d'ailleurs est une réponse supplémentaire à la question posée tout à l'heure par les personnes en formation. L'assurance attire énormément de monde, y compris des entreprises vous recrutez qui pour l'instant, bien sûr, qui pour l'instant ne s'intéressaient pas à l'assurance. Dans les catégories d'entrants nouveaux, de gens qui s'intéressent à l'assurance, vous avez les constructeurs automobiles. Ils ont tous, ils l'ont dit, dans les cartons des projets pour faire de l'assurance. Vous avez les fournisseurs de fluides, qu'aux États-Unis on appelle utilities, eau, gaz, électricité, etc., qui ont également les yeux de Chimène pour l'assurance. Et vous avez, mais pour l'instant il semble avoir autre chose à faire, les fameux GAFA, ou GAFAM maintenant. Ils pourraient venir demain peut-être. Ils pourraient venir demain. Alors là, moi, mon sentiment, c'est que ces acteurs-là ne viendront pas comme assureurs, mais viendront comme courtiers. D'accord. Vous êtes un de ces acteurs, vous allez voir un assureur, vous dites, voilà, moi j'ai 1 million, 2 millions de voitures, quel est votre prix? Voilà. Pourquoi est-ce que vous iriez mettre dans votre bilan les provisions pour les sinistres? Économiquement, ce n'est pas tellement sensé. En revanche, occuper le segment d'intermédiation entre l'assureur et l'assuré, là oui, là le danger existe. Mais pour l'instant, il semble avoir d'autres chats à fouetter que de s'occuper de nous. Tant mieux. Merci beaucoup en tout cas Thierry Derez d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de l'IFPAS. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Covéa, leader de l'assurance. Merci à tous et très bonne journée. Merci à vous et de votre écoute.